Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à notre table ronde de cet après-midi. Journalisme ou militantisme, faut-il choisir? Je m'appelle Charlotte Meyer, je suis la rédactrice en chef de Brûle, la revue de la révolution écologique et sociale par les femmes, que vous connaissiez peut-être sous le nom de Combat. Ces dernières années, on a changé de nom il y a 3 semaines. Alors, cette idée de conférence, elle est venue quand on s'est replongé dans les racines de notre média au moment où on changeait de nom. Je vais vous raconter l'anecdote parce qu'elle représente, je pense, un peu le débat qu'on va avoir. Donc, il y a 10 ans, on crée Combat, on est une 60aine de jeunes entre 15 et 20 ans. Et on a la chance de se faire interviewer par un journaliste d'un magazine jeunesse qui voulait parler de notre projet. Et donc pendant 1 heure, je lui parle de ma passion pour le journalisme engagé et le fait que j'ai envie que ça se développe. Et à la fin de notre entretien, il me dit avec un ton un poil paternaliste: c'est trop bien de parler d'engagement quand on est jeune, profitez-en, vous ferez du vrai journalisme plus tard. Comme si en fait, le journalisme qui méritait d'être pris au sérieux, le journalisme véritable, mature, c'était celui qui acceptait que une pseudo-sacro-sainte neutralité prenait le pas sur tout le reste. Et donc 10 ans plus tard, je suis assez contente que animer une table ronde sur le journalisme engagé, ce soit devenu mon job sérieux. Alors ce débat entre journalisme neutre ou engagé / militant, je vous laisserai débattre sur ce vocabulaire dans l'heure qui va suivre, il n'est pas si récent que ça. Je pense que la nouveauté aujourd'hui, c'est pas tant l'engagement que sa revendication explicite et son lien intime avec les luttes. Aujourd'hui, on est de plus en plus de médias indépendants à ne plus se contenter d'observer les luttes sociales, écologiques ou politiques, mais à nous en rapprocher, parfois les accompagner, parfois s'y inscrire. Les espaces médiatiques sont devenus un formidable laboratoire de créativité avec la multiplication de médias hybrides qui jouent avec les codes pour bousculer la profession. Et là, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Comment raconter les luttes sans s'en éloigner? Faut-il repenser la frontière entre information et engagement? Et ces médias doivent-ils devenir vraiment ces espaces hybrides à la fois journalistes et militants? Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir Emmanuelle Josse. Tu es la cofondatrice et co-rédactrice en chef de La Déferlante. Marius Hull, tu es comédien et rédac-chef adjoint de Motus et Langue Pendue. Ouais, salut. Nicolas Framont, tu es sociologue, essayiste et rédacteur en chef de Frustration. Bonjour. Et Émeric Laveau, tu es auteur, journaliste et cofondateur du Canard Réfractaire. Coin. Pas mal. Alors pour commencer, j'avais bien envie de vous laisser revenir sur l'ADN de vos médias, parce que je pense que ça représente bien aussi ce débat entre journalisme militant, engagé, et en quoi est-ce que pour vous c'est spécifique dans vos rédactions? Ne vous battez pas. Quelqu'un doit se lancer, c'est ça? Bon, vas-y du coup. Bonjour tout le monde. Moi, je suis co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, qui est un média de critique sociale pour le grand public. Donc, ça veut dire que dans notre construction, on a rarement revendiqué le terme de journaliste. Et techniquement, on en fait partie pour des raisons sociales, parce qu'on est lié à la convention collective des journalistes. Donc c'est important. Mais ça n'a jamais été vraiment notre démarche. La critique sociale pour le grand public, c'est rendre accessible au plus grand nombre des analyses en termes de lutte des classes, d'abord, puis en fait, on l'a étendu évidemment, les autres formes de domination qui existent dans la société, parce que sinon on loupe énormément de choses, et le croisement de ces dominations. Mais le but a toujours été un but politique, mais attention, pas au sens politicien du terme, un but de accompagner, contribuer, et on pourra voir dans quelle mesure on peut y contribuer en réalité. Je pense qu'il ne faut pas exagérer le rôle des discours, mais ils ont un rôle, à un changement social ici et ailleurs. Donc en fait, un changement révolutionnaire de société, de modèle économique et social. Et donc toute notre démarche, elle s'inscrit là-dedans depuis le début. Et du coup, on va utiliser des outils du journalisme, mais aussi des outils des sciences sociales, et même de la littérature ou de la fiction. Et en fait, nous, on a un rapport opportuniste à tout ça, c'est-à-dire qu'on le fait d'abord dans un but révolutionnaire, et le journalisme, ça va être dans un second temps. Mais donc, ça crée une spécificité, qui n'est pas la seule, on n'est pas les seuls à faire ça. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est clairement le paysage s'est vraiment étoffé. Donc maintenant, on est très nombreux à vouloir utiliser des médias pour transformer la société. Et après, on pourra discuter de qu'est-ce qu'un média peut faire pour transformer la société, puisque la société ne se transforme pas que par des discours ou par des références culturelles, mais par des actes. Et c'est là que ça se complique. Voilà. Emmanuelle. Donc,
nous, La Déferlante, on est une revue, je la montre comme ça, une revue papier, parce que c'est une des spécificités de faire du papier. On s'est lancé il y a 5 ans. Ça paraît très loin, mais année ressentie 10. On s'est lancé il y a 5 ans dans le sillage de la vague MeToo qui se cristallise dans ce moment de 2017, même si en réalité elle est présente depuis bien longtemps, elle monte depuis bien longtemps, et puis elle continue toujours de se poursuivre et de continuer. MeToo est né autour de la question des violences sexistes et sexuelles, mais en réalité ça invite à regarder l'ensemble des dominations de genre, mais également des dominations qui sont liées aux identités de genre, mais aussi aux identités sexuelles. Et à partir de là, on a donc créé ce média avec cette volonté de raconter ces luttes-là, de les documenter, parce que les mouvements féministes sont un endroit qui subissent régulièrement des effacements de leur histoire, et qu'il était important pour nous de pouvoir raconter ça et de pouvoir aussi donner des endroits de discussion. À l'origine, il y a de La Déferlante, il y a des journalistes, mes collègues Marie Barbier, qui était journaliste à l'UMA, qui avait notamment suivi l'affaire Beaupin, qui a vu une des premières personnalités politiques condamnées pour diffamation, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait Lucie Geffroy qui venait du Monde et Courrier International, et Marion Pilas qui était plus de l'audiovisuel. Moi, pour le coup, je venais d'un endroit très, très impur. J'ai fait plein de boulot tout à fait merdique, mais finalement, je suis contente de faire la différence maintenant. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas non plus, en tous les cas, de ma part, il n'y a pas de volonté de pureté du journalisme. Je pense que c'est, de manière générale, un métier qui se nourrit d'hybridation. C'est pas une profession réglementée, alors qu'ils se donnent des titres, la carte de presse, etc. Mais dans les faits, ça a totalement lié avec au moins un mouvement de critique sociale dans un des endroits où ça irrigue. Et donc il y a forcément ce lien avec le militantisme. Et maintenant, juste pour finir, parce que nous, c'était une question qu'on nous posait, journalisme engagé, journalisme militant, quelle est la différence ? Moi, j'ai tendance à dire qu'on pratique un journalisme engagé parce qu'on pose des espaces de discussion, parce qu'on pose des horizons d'abolition du genre, par exemple, c'est-à-dire on pourrait développer ailleurs sur ce que ça peut signifier, mais en gros aller plus loin même que l'égalité femmes-hommes et vraiment le dépassement de ces catégories-là. Ça peut être un horizon qu'on pose, mais à la différence d'un organisme militant, on ne pose pas une plateforme de revendication qui poserait des objectifs et un agenda politique pour y arriver. Et c'est en ça que je distingue militantisme et journalisme, sans du tout les hiérarchiser, parce que moi par ailleurs je suis militante féministe, je l'ai beaucoup été, et quand j'aurai à nouveau plus de temps, je veux vraiment retourner physiquement dans la rue, dans ces endroits-là. Et parce que par ailleurs, je pense que le militantisme nécessite des savoir-faire auxquels le journalisme ne fait pas appel, des savoir-faire d'organisation, de mobilisation, de groupe, des espaces de discussion, des savoir-faire très concrets, très techniques. Moi, j'ai le souvenir quand j'avais monté une association sur les questions de parentalité féministe, de devoir éplucher des tableurs Excel pour des campagnes d'adhésion. Et il y a vraiment ça dans le militantisme qui est très précieux, parce que c'est vraiment des armées de l'ombre, à l'inverse des journalistes qui signent toujours avec leur nom. Le militantisme, c'est beaucoup de collectifs qui donnent des énergies dans l'ombre. Voilà. Merci. Marius ? Ouais. Du coup, nous, Motus et Langue Pendue, on est un média engagé sur Internet. On se définit comme ça de base, parce que aussi l'engagement, c'est vraiment à la racine de la création de Motus. Motus, c'est Charlotte Georgi qui crée ce média à partir d'un blog, en fait, qui était un peu un blog perso au départ. Et c'est juste quelqu'un qui a fait une grande école, qui s'est politisé, qui a commencé à militer dans des orgas écolos et tout. Et nous, on vient de Cergy aussi, et on avait un entourage qui était très peu politisé. Et donc il y avait l'espèce de volonté chez elle, et puis chez nous ensuite, quand on s'est constitué en équipe, de démocratiser un peu ce jargon militant, en fait, qui parfois empêche une certaine porosité entre des personnes qui pourraient être intéressées par la politique, mais qui ne se sentent pas d'y aller. Et du coup, le but, c'était d'essayer de parler avec nos mots de la politique qu'on traverse au quotidien
Et du coup, il y a aussi un truc d'une subjectivité très assumée qui permet aussi de se revendiquer engagé parce que ça fait vraiment partie de la ligne éditoriale du média. Maintenant, on a aussi un aspect journalistique un peu sérieux qui peut parfois exister parce qu'on a envie d'être des gauchistes solides, donc on a envie de connaître nos sujets, de ne pas être attaquable sur ce qu'on raconte. Et donc, en fait, on fait des recherches quand on fait des émissions sur des thèmes précis et tout. Mais voilà, en fait, in fine, nous, plutôt que de vouloir... Enfin, en tout cas, on cherche pas trop à documenter des faits ou documenter le réel, mais plutôt on documente le rapport que les individus ils entretiennent à cette société. Pour essayer justement de politiser les sujets qu'on traverse tous et toutes au quotidien et qu'on pourrait penser politiquement, mais qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire. Voilà. Émeric. Alors, le Canard Réfractaire, c'est un média qui est surtout de la vidéo. On a 3 chaînes aujourd'hui. On a Canard Réfractaire avec des analyses et pas mal de types de vidéos différents, pas mal d'expérimentation. On a Actu Réfractaire où on fait de l'actu généraliste, etc. Et puis maintenant, on a Les Joyaux de la Couronne, on a Glu Patate, quand même, quel plaisir. Qui est une chaîne de short. Voilà, c'est très chouette d'avoir Glu Patate. Notre rapport au militantisme, il est très simple, puisque Canard Réfractaire va avoir 7 ans dans une semaine. Né un 1er mai, le 1er mai 2019, on est en plein pendant les Gilets jaunes. Au départ, c'est créé parce que Johan, qui est encore sur la chaîne actuellement et qui est notre tête la plus connue, tout simplement, il veut filmer les gens qui sont en train de manifester, qui sont en train de faire leurs actions, etc. Donc il y a un ADN militant direct. Et ensuite, l'équipe s'agrandit avec tout un tas de gens qui viennent de luttes variées. Ça peut être lutte animaliste. Moi, au départ, j'étais dans des trucs très souverainisme, etc. Enfin, on a beaucoup de variétés de gens à Canard Réfractaire. On n'a pas un seul diplôme de journalisme, par contre. Pas une seule personne qui a fait une école de journalisme. Globalement, on n'est pas un seul à faire ce pourquoi on a été formé à la base. Et puis on a tout un modèle. Alors j'ai noté sur mes petites notes là. On est non parisien, on est basé à Guingamp, voilà, une petite ville de Bretagne pour ceux qui connaissent pas parce que peu de monde connaît. Si, il y a l'équipe de foot en avant Guingamp, voilà, c'est tout ce que les gens connaissent de Guingamp. On est 100% avec des dons et on est tous payés pareil. Et la petite phrase que Johan a soufflée pour cette réunion, c'est de dire que pour nous le journalisme, c'est pas une identité ou c'est pas un statut, c'est un outil pour le militantisme. Nous, on le perçoit comme ça. Voilà. Alors, le journalisme comme outil pour le militantisme ou comme prétexte, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui caractérise finalement vos 4 prises de parole. À partir du moment où vous êtes sur le terrain avec votre casquette de journaliste, quel lien vous entretenez avec les militants? Comment vous parlez de ces luttes? Comment est-ce qu'on agit sur le terrain quand on est là en tant que journaliste et pas en tant que militant en tant que tel? Quand on a cette double étiquette? Non, moi je peux. Vas-y. Nous, on est des militants, donc en fait, quand on va. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours la double casquette, de raconter un mouvement social ou des mouvements d'organisation locale, parce que j'y participe. Et donc, oui, évidemment qu'il y a un manque d'objectivité ou de distance, comme on va dire, mais en fait. Moi, je pense qu'il faut totalement l'assumer dans une société de classe, dans une société patriarcale, dans une société où il y a des rapports raciaux violents. De toute façon, la position objective, elle n'existe pas. On a tous des positions. Et finalement, moi, je fais énormément confiance à celles et ceux qui les disent. Et c'est pour ça que moi, je préfère le journalisme subjectif, qui parle parfois même à la première personne, qui s'identifie à un groupe et qui décrit ce que les choses lui font. Et même un journalisme, enfin, du coup, je ne sais pas si c'est un journalisme, mais quelque chose d'émotionnel aussi. On en a parlé, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est des médias qui revendiquons notre colère, notre rage, mais aussi nos espoirs, et ce qu'on aime. Et ça, c'est important aussi. Et je pense que du coup, ça fait une vraie rupture par rapport au journalisme dit mainstream, qui crée une illusion de neutralité, une illusion d'objectivité, et c'est cohérent finalement avec ce qu'ils défendent, parce que c'est des gens qui minimisent en permanence les rapports de domination. Donc, par exemple, ça, tu parlais du paramètre géographique. En France, tous les médias nationaux mainstream sont basés à Paris, et ils invisibilisent complètement cette chose qui est dans d'autres pays qui n'est pas le cas. En Allemagne, vous avez des titres qui sont basés dans différentes grandes villes, etc. Et en fait, le journalisme parisien, par exemple, va revendiquer le fait qu'ils soient tous à Paris
et dans certains quartiers de Paris, n'est pas un problème puisqu'ils ont suffisamment travaillé sur eux-mêmes, ils ont fait des écoles et puis ils ont une sorte de neutralité miracle, de savoir-faire qui vont pouvoir neutraliser leur propre position sociale. Mais ça, c'est des mythes constitutifs de tout un tas de champs monopolisés par la bourgeoisie, mais c'est aussi ça dans le champ universitaire. Vous allez avoir cette idée que en sociologie, on peut, en travaillant sur soi, avoir une sorte de neutralité axiologique, et que finalement, son point de vue, il va pouvoir être mis à distance. Et ça, c'est un mythe complet. Et finalement, je pense qu'il faut même assumer que nous, en assumant notre position, en assumant notre point de vue, on est plus proche du réel qu'eux, et on est plus proche des faits qu'eux. C'est-à-dire que moi, je refuse même de leur laisser les faits. Parce qu'en fait, eux, ils vont communiquer énormément là-dessus, le fait, le fact-checking, ils adorent ça, etc. Mais je pense que nous, en décrivant les choses de notre point de vue et en décrivant les rapports de domination qui ont lieu dans la société, on est plus proche du réel. Et ce faisant, quand on décrit le réel, en fait, on contribue à transformer la société, quoi. Il y a ce slogan de mai 68 qui est « Le réel est révolutionnaire ». Moi, j'y crois vachement parce qu'en fait, quand vous dites ce qui se passe réellement, là, tout de suite, maintenant, normalement, si vous exposez les choses objectivement, ça peut que conduire à avoir envie de foutre le feu, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir là-dessus ? Moi, je peux rebondir, parce que j'avais envie de dire des trucs assez proches de ce que dit Nicolas, mais c'est vrai que, en plus, je trouve qu'on observe beaucoup dans le journalisme mainstream, pour ce qui est du lien justement avec les luttes, du fait de documenter les luttes, il y a toujours des postures qui sont un peu a priori suspicieuses, et on va aller chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir de problématique aussi là-dedans, parce que quand même, il faut aussi du contradictoire et tout machin, mais souvent, en plus, c'est des trucs qui sont faits par soi et pour soi, c'est-à-dire moi, en tant que journaliste surplombant, je vais arriver et je vais aller chercher ce qui va pas, je vais vous dire un peu ce que j'ai capté de tout ça et tout, alors qu'à l'inverse, nous, on a vraiment le même truc quand on va sur le terrain, de faire 50% participer à l'action, 50% essayer de la documenter, et du coup, ça permet aussi de rencontrer les gens, de parler, et de mieux se connaître. Et du coup, en fait, quand on le fait par l'intérieur, d'ailleurs, y compris ce qu'il peut y avoir de touchy dans les luttes, parce qu'en fait, il y en a des trucs comme ça, les gens, ils le disent, ils ont du recul dessus, puis quand tu parles à différentes personnes aussi qui composent des organes militantes, elles ont du recul sur différentes choses et tout. Donc, en fait, ce truc d'être plus proche du réel en assumant une subjectivité et en étant à l'intérieur, nous, on le ressent hyper fort aussi, et aussi dans les retours qu'on a par rapport au travail des documents qu'on a pu faire à l'intérieur de lutte. En fait, tout de suite, tu as l'impression de donner un panel beaucoup plus élargi, quoi. Donc, c'est ça que je dirais. Ok. Emmanuel. En écoutant mes collègues, moi j'ai le sentiment qu'il y a deux manières d'aborder. Déjà, je crois qu'historiquement, le journalisme n'est pas cet endroit d'effet du militantisme. Un des textes journalistiques les plus connus, c'est quand même J'accuse, où vraiment, en première personne, il y a une première personne. Et c'est un des textes qui est devenu un leitmotiv presque éculé, parce qu'il a été détourné de mille manières. Mais il y a quand même cette idée qui irrigue le 19e siècle que les médias sont des endroits où on milite, tantôt pour innocenter quelqu'un comme le capitaine Dreyfus, Albert Londres ou André Violis, qui est moins connu qu'Albert Londres, mais qui est une journaliste qui elle-même a mis en lumière la réalité coloniale dans les années 20-30. Toutes ces personnes-là ont fait connaître des choses en tant que journaliste, mais c'était militant de les mettre en lumière. Donc il y a déjà ça, quand on parle du journalisme mainstream, c'est une construction historique aussi. Il y a un moment où vraiment le journalisme s'est débarrassé de ça, pour des raisons que je ne connais pas. Je ne suis pas historienne de la presse, mais je pense qu'on ne peut pas oublier ces racines-là, et que finalement, dire que le journalisme, l'exercice journalistique a à voir avec le militantisme, c'est une sorte de retour aux racines. Et après, je crois que la force du journalisme, quand il met en lumière sa boîte plus noire, du coup, mais mettons la façon dont il se construit, donc cette espèce de rapport un peu méta à l'exercice qu'on pratique, ça c'est un des intérêts d'être systématiquement taxé de journalisme militant, c'est qu'on est en survigilance par rapport à tout ce qu'on dit. Moi, je sais que quand je parle des violences sexuelles, je check les chiffres, d'où ils viennent, d'où ils sourcent, parce que je sais, en tant que féministe, qu'on va me dire « Ah non, enfin... » Aujourd'hui, c'est moins vrai avec MeToo, mais il y a 15 ans, quand je disais les chiffres, j'ai le souvenir d'une discussion complètement lunaire avec mon père qui ne voulait pas me croire.
sur les chiffres des viols, il ne voulait pas me croire. C'était pas possible, en fait. Et je lui disais, mais si, enfin, voilà, je t'assure, ma source, etc. Et en réalité, il y a ça dans cette espèce de suspicion constante, c'est qu'on est tout le temps, tout le temps censé sourcer beaucoup de ce qu'on dit. Et le dernier point qui me paraît également important, c'est de rappeler aussi à quel point dans les espaces militants, on discute, on s'oppose, on est dans le contradictoire, on n'est pas d'accord, et il y a des réflexions très riches qui s'élaborent. Et alors, je crois que militantisme, étymologiquement, ça a à voir avec militaire et armée, etc. Donc, il y a une forme de déni par rapport à une profession journalistique où on met en valeur la singularité. Par exemple, dans le journalisme, on signe systématiquement ses papiers. Moi, c'est un truc qui me frappe parce que... Ou alors, on ne signe pas les éditos, ce qui est encore pire, parce qu'une personne écrit au nom de tout un collectif. Et en général, mettons une rédaction comme Le Monde, où il y a à peu près 300-400 personnes, c'est les pontes qui vont écrire au nom du pigiste, de la pigiste précaire qui a juste absolument pas forcément le même point de vue, mais en mettant par ailleurs, en usant de procédés stylistiques qui vraiment invisibilisent ce jeu alors qu'il est là. Hein. L'édito, c'est le journalisme d'opinion. Vraiment, ça tient de ça. Et donc, par rapport à ce métier du journalisme, on porte des singularités très fortes. Il y a des effets de starisation, de notoriété. Le militantisme est vu comme une masse obscure, et voilà, une armée au service d'eux, au service des idéologies, évidemment toujours de gauche, etc. Et je pense que c'est vraiment... alors, moi, je sais que venant des mouvements féministes où on discute tout le temps, on s'engueule tout le temps, parfois c'est très dur, mais c'est une très bonne école aussi pour apprendre à ne pas se fier à une version du réel, peut-être. Vas-y. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Simplement, en fait, il y a une question à se poser qui est un peu générale, c'est est-ce que on est plus militant que Benjamin Duhamel, Nathalie Saint-Cric ou Alain Duhamel, pour ne prendre qu'une famille. Voilà, et toute une famille de médias en même temps. Est-ce qu'on est plus militant qu'eux ? La réponse, c'est clairement non. C'est-à-dire que, en effet, eux, ils font du journalisme patronal, du journalisme de milliardaires, du journalisme parisien. Mais en fait, c'est tout aussi militant. C'est juste qu'ils militent pas pour le même camp que nous. Et qu'ils invisibilisent le fait qu'ils soient militants. Mais, enfin, pour moi, il n'y a pas de réelle différence entre nos approches. Encore une fois, le journalisme est plus un outil qu'autre chose. Et le fait qu'ils aient des moyens fait que ça leur donne une parole de poids. Nicolas. Oui, je voulais juste donner un petit exemple de ça. Ce mensonge, quoi. Enfin, le mensonge des Duhamel et consorts. Moi, j'ai pu l'expérimenter à ma petite échelle en étant parfois invité d'émissions dites de débat, mais eux-mêmes ne se définissent pas comme émissions de débat. Et c'est là qu'on voit la mascarade. C'est littéralement une pièce de théâtre auquel tu participes. On te prépare avant, on t'appelle plusieurs fois. Moi, on m'appelle beaucoup pour vérifier que je pète pas des câbles. Et donc, je dois plusieurs fois répéter ce que je vais dire, etc. Et une fois, c'était une émission, je suis allé qu'une fois, donc j'y retournerai pas, de toute façon. C'était 28 minutes sur Arte. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est ce genre d'émission où vous avez des gens très situés sociologiquement. Donc c'est vraiment des membres de la bourgeoisie parisienne, mais elle pourrait être d'autres endroits, très situés idéologiquement. C'est-à-dire que globalement, la personne la plus à gauche va être à droite de Raphaël Glucksmann. Et pour autant, ils vont faire comme s'ils représentaient quelque part la société dans sa diversité. Et il y avait une formule qu'on m'avait dit lors de ces appels préparatoires pour vérifier si j'allais pas dire une dinguerie. La productrice m'avait dit, parce que j'avais osé communiquer sur mes réseaux sociaux en disant « je débattrai avec un tel », et elle m'avait dit « tata, ce n'est pas un débat, c'est une conversation entre gens éduqués ». Et voilà, donc en fait, du coup, vous voyez, il y a un partage de tâches de classe, éventuellement de genre longtemps aussi. Ça a été de dire, les journalistes mainstream, les éditorialistes, c'est des gens qui ont une hauteur de vue que nous n'avons pas, que vous n'avez pas, qui voient nos intérêts à long terme alors que nous, on voit nos intérêts à court terme. On croit qu'il faut être payé davantage, mais non, puisqu'en fait, sur le champ de la compétitivité, comme vous le savez, si vous étiez plus cultivé,
non, on a besoin de maintenir les salaires bas. Vous pensez bêtement qu'il faudrait rétablir l'ISF, mais non, ces gens qui sont des gens bien éduqués savent qu'en réalité c'est très bon pour la France et quand bien même eux-mêmes payer l'ISF, ça n'entre pas en ligne de compte puisqu'ils ont une capacité magique à abstraire leur point de vue dans la discussion. Et tout le dispositif, vous verrez, même la disposition des sièges et tout, donne cette espèce d'ambiance douce, un peu feutrée d'un salon bourgeois où on est censé invisibiliser le statut qu'on a, et quand vous rappelez votre statut, et surtout quand vous nommez des clivages, quels qu'ils soient, mais les clivages de classe, dans mon cas, quand vous dites bourgeois sur un plateau comme ça, tout le monde se racle la gorge d'un air très gêné. Parce qu'évidemment, ça les renvoie à leur potentielle appartenance de classe. Or, le jeu, quand vous entrez dans cette pièce de théâtre, c'est de faire comme si personne n'avait d'appartenance sociologique, de genre, de race, géographique. Non, vous êtes des purs esprits. Et ça, c'est complètement irréaliste, c'est complètement mensonger, et c'est bien pour ça que la plupart des gens détestent les journalistes mainstream, vraiment. Et en même temps, le paradoxe, je trouve, c'est que des émissions comme C'est ce soir, où moi je t'ai vu plusieurs fois, j'ai pas toujours le temps de les regarder, enfin d'ailleurs je les écoute en podcast, mais je me faisais la réflexion que ces émissions fonctionnent ensuite sur une scénarisation du clash. C'est-à-dire elles vont chercher dans ce cénacle très bourgeois, cette ambiance feutrée, tamisée. Moi j'aime bien C'est ce soir pour diverses raisons. Moi j'aime bien le décor, c'est trop beau. Mais c'est après, elles mettent en scène sur les réseaux sociaux ce qui les nourrit énormément, et c'est pour dire aussi à quel point il y a quelque chose de pas élucidé dans leur propre rapport au débat. Elles mettent en scène des clashs, même pas des clashs, ça peut être des paroles très claires dans ce qu'elles disent et dans la parole. Par exemple, Benjamin Duhamel, ça marche pas bien du tout sur les réseaux sociaux parce que l'audienne ne marche pas sur un... On n'a pas envie de s'énerver sur Benjamin Duhamel, on a juste envie de mettre mute, quoi. Et du coup, c'est complètement paradoxal, en fait. Donc je pense que même le journalisme mainstream a besoin d'être agité, enfin je sais pas comment dire, d'être un peu secoué par... Et il y a l'exemple de Léa Salamé aussi, qui est bien connu parce que c'est aussi la compagne de Raphaël Glucksmann, ce qui pose quand même des petits problèmes de neutralité journalistique. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un de ces moments fantastiques où elle interviewe Carlos Ghosn, qui à l'époque est en fuite. Elle l'interviewe avec des grands sourires, en parlant du coup de quelqu'un qui est quand même en délit de fuite. Enfin, on est sur ça. Et elle interviewe tout sourire, et 3 jours plus tard, elle interviewe Philippe Martinez de la CGT. Et il y a Acrimed qui a fait une petite séquence où les questions sont comparées, et bon bah là c'est démasqué directement, quoi. On parle de la CGT, c'est un interrogatoire. On parle à Carlos Ghosn, c'est mais vous avez vraiment voyagé dans une valise ? Vraiment ? Est-ce que ça veut dire que ces formes de journalisme militant ou engagé dont on parle depuis le début, ils ne peuvent vraiment exister que dans des formats un peu hybrides que vous allez vous-même créer, et qu'ils n'ont vraiment pas leur place dans des médias mainstream, parce que vous êtes en train de me dire, et surtout Nicolas, qu'en fait quand tu es invité sur des plateaux, finalement tu peux pas t'exprimer tant que ça sur les sujets pour lesquels on t'invite. Non, je pense qu'Emmanuel a raison sur... en fait, ils ont quand même besoin de nous. C'est ça tout le paradoxe. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand même, ces émissions-là, elles ont... En fait, ils veulent pas qu'il y ait trop de contradictoires, en même temps, ils en ont besoin. Parce qu'il y a quand même des affaires d'audience. Or, quand il y a de la confrontation autour d'un mouvement social, par exemple, ça crée quand même une visibilité, des millions de vues. Et en fait, c'est quand même des chaînes qui ont besoin de générer de l'argent. Donc en fait, ils peuvent pas, oui, voilà, comme tu dis, le filet d'eau tiède, ça crée pas trop d'eau. Donc en fait, je pense qu'ils ont quand même besoin de nous. Et en plus, on est de plus en plus incontournables, nous tous. Et donc en fait, moi je dis qu'il faut avoir un rapport opportuniste à ça, un rapport pragmatique plutôt. C'est-à-dire que sur ces émissions de débat, il y a ces questions, faut-il, faut pas y aller, etc. Bon, en fait, la question, c'est à quel point le dispositif est miné ou pas. Et moi, je pense qu'il y a des marges. Et si on parle de C'est ce soir, c'est que c'est précisément une émission où il y a des marges de manœuvre, mais qui nécessitent faut être bien réveillé, quoi. Faut y aller en étant très en forme. Il faut vraiment pas se laisser intimider par le dispositif. Faut pas regarder trop à la tronche de ses chaussures comparées à celles des autres, etc. C'est des petits trucs. Mais donc moi, je pense non. En fait, la communication est possible. Il y a des magnifiques séquences.
incroyables où c'est des médias mainstream qui ont créé des situations sociales. En fait, dès que par exemple vous avez des gilets jaunes, les gilets jaunes c'était ça, c'était l'irruption dans les médias mainstream d'une parole qui n'y était jamais, mais en fait au bout d'un moment ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'adonner cette parole. Et donc ça a donné un contradictoire hallucinant à ce qu'on entendait d'habitude. Voilà, je prends cette séquence, mais il y en aurait d'autres. Il y a des, ça peut être des syndicalistes qui pètent des câbles face à, je me souviens une séquence il y a très longtemps, c'était face à David Pujadas qui disait pourquoi vous avez tout cassé quand même, c'est pas très sympa. Et en fait, un syndicaliste lui répondait que, évidemment, la casse de, quelques ordinateurs dans le siège social d'une entreprise, c'était rien par rapport à des milliers de vies brisées. Cette séquence, elle est mythique. Donc en fait, eux créent des séquences mythiques par cette production de décalage sociologique. Et donc je pense qu'en fait, il y a moyen de trouver par moment des choses, mais clairement, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées. Et surtout, il ne faut pas respecter les règles du jeu, quoi. Et MeToo, ça a été... On parle beaucoup des Gilets jaunes, mais MeToo, ça a été pareil, au début, un objet journalistique total... Enfin, un objet que les journalistes ne savaient pas mesurer. Ce qui était très compliqué, c'est que ça venait vraiment de la crème de la crème. C'était une enquête très, très aboutie de... Je n'ai plus son nom, je m'en excuse, des journalistes états-uniens et états-uniennes qui étaient donc allés enquêter sur Weinstein, et donc c'était carré, c'était à l'américaine, quoi, avec des moyens, des mois d'enquête, etc. Et il y a eu ça, il y a eu ensuite toute ces propos de beaucoup de simples citoyennes sur les réseaux sociaux. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, on a sorti un numéro sur S'informer, et je me suis replongée dans les archives de France Culture à l'époque pour voir notamment ce que disent à l'époque des gens comme Guillaume Erner, comme Patrick Cohen, faudra en parler d'autres, hein. Je parle de ces deux personnes-là parce que je suis tombée là-dessus, mais c'est vraiment où va-t-on, ces trucs de dénonciation, et c'est très intriguant de voir. Je pense que profondément, ça a quand même changé, cette vague MeToo, elle a changé le traitement des questions de genre dans les médias. Mais qu'au début, c'est complètement déstabilisant parce qu'il n'y a pas de porte-parole, la revendication politique n'est pas claire, ça vient de cet endroit qu'on prend un peu de haut des réseaux sociaux, c'est beaucoup de récits, et du coup, c'est en termes de qu'est-ce qui déstabilise, et c'est intéressant justement de voir comment depuis ces marges on peut déstabiliser. Alors, je dis ça, c'était à une époque où je pense qu'il y avait une moindre volonté de contrôle algorithmique par les GAFAM. Je ne suis pas du tout certaine qu'aujourd'hui on pourrait évidemment pas faire la même chose sur le Twitter X d'Elon Musk, mais voilà, c'est en termes de ce qui peut survenir et déstabiliser, c'est un exemple. Ok. Ouais, puis moi j'ai l'impression qu'aussi dans l'intervention de nous autres médias indépendants ou militants dans les médias mainstream, c'est toujours ce jeu aussi de trouver le bon endroit d'utilisation de la formule et d'être cynique par rapport à ça. Aussi parce que toi, tu parles de pétage de câbles qui ont eu lieu et tout. En même temps, souvent, quand tu arrives trop souvent avec une parole trop radicale, Rima Hassan, on la voit nulle part dans les médias mainstream parce qu'ils veulent pas d'elle, en fait, parce qu'ils flippent de ça aussi. Donc c'est toujours le jeu de réussir à polisser un tout petit peu ton ton tout en faisant passer ton discours radical pour quand même appartenir je sais pas comment dire, pour pouvoir appartenir à cet entre-soi tout en délivrant toi ton message, j'ai l'impression. Et du coup, c'est la question que tu posais sur notre propre rapport aussi à l'information et même à l'information engagée et tout qu'on a envie de dégager. Ça, c'est sûr que on est obligé de créer nos propres espaces pour pouvoir le faire d'une manière pleine et entière. J'ai l'impression, et aussi des espaces d'alliance féconde comme on le fait là aujourd'hui et tout. Et que ça, c'est tout un truc qui est en train d'évoluer dans la société. On prend de plus en plus de place vis-à-vis de ça, et je pense que faut continuer aussi à aller dans ce sens-là, à développer nos propres trucs aussi, parce que nous on le voit vachement avec Motus, on est encore un petit média, donc on est ultra dépendant des GAFAM par exemple. Et ça c'est un autre dos encore, parce qu'il y a l'entre-soi bourgeois, télévisuel et tout, et après il y a le technofascisme, quoi. Et en fait nous on se dit pour l'instant on n'a pas une assez grosse communauté par exemple pour par nous-mêmes fédérer autour de nos formats sur nos plateformes potentielles on n'a pas du tout l'argent d'avoir des serveurs ou quoi que ce soit, mais et du coup il y a aussi une espèce de double, une deuxième lutte de fond aussi à cet endroit-là pour nous continuer à avoir une parole libre et aussi que les gens aient accès à cette parole en fait, parce qu'il y a un moment si on veut pas de toi sur les réseaux, tu peux faire des pieds et des mains, on ne te verra pas, quoi. Donc voilà. Aymeric. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et sur que ce soit MeToo ou sur les Gilets jaunes,
il y a eu à la fois des séquences où on voit effectivement des gens s'en sortir et devenir des phénomènes, mais il y a aussi les séquences inverses, et avec le même exemple que celui qu'a cité Nicolas, qui est celui de Xavier Mathieu, donc face à Pujadas. Il y a eu une séquence, du coup, 10 ans plus tard, avec Rutel Krief, qui se retrouve donc face à Xavier Mathieu, qui se retrouve porte-parole des Gilets jaunes à ce moment-là, et Xavier Mathieu qui se fait répondre par Rutel Krief, c'est bon, arrêtez votre numéro, enfin voilà, donc des choses où on a vraiment du mépris énorme aussi de la part de beaucoup de mainstream, d'où le fait que on a besoin d'autres médias, et que à ce moment-là en particulier, il y a beaucoup de médias qui se mettent à naître parce qu'il y a cette espèce d'envie de raconter autre chose, quoi, un contre-récit. Et c'est ça la nécessité en fait du nouveau format, c'est que on est obligé de faire du format hybride, puisque globalement les formats tels qu'ils sont présentés autrement nous conviennent pas, donc on invente autre chose, quoi. Je pense que c'est la nécessité fait l'objet. Nicolas, je te vois hocher la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit? Ah non, je hochais la tête parce que je suis vraiment tout à fait d'accord. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Je dirais un petit truc, une petite note d'optimisme quand même, c'est que, enfin en fait c'est plutôt optimiste qu'on dit, mais c'est que les médias mainstream en plus, enfin je pense qu'on est vraiment en train de les plier par endroits, quoi. J'ai un chiffre à vous sortir qui moi m'a particulièrement réjoui. C'est que là il y a eu des articles, alors c'était dans le 20 minutes suisse, sur la chute de CNews. Et en fait, je me suis dit, c'est incroyable comment on a tendance à se miner nous-mêmes par moments avec CNews, parce que c'est une chaîne où sont tenus des propos extrêmement choquants, extrêmement racistes. Donc du coup, on a l'impression, et on se les envoie beaucoup, nous. Et en fait, l'article revient sur l'audience réelle de CNews, quoi. L'audience réelle de CNews, c'est 2,7% en ce moment des téléspectateurs. Et il y avait un chiffre qui était donné, c'était sur un vendredi après-midi, donc c'était il y a 10 jours. Il y avait uniquement, sur toute la France, que 50 000 personnes qui regardaient CNews. Et ben, la même après-midi, nous, on avait sorti un nouveau format de BD sur l'histoire de la famille Muliez, donc du groupe Auchan, qui est quand même une des familles d'arc du capitalisme français. Un nouveau format BD, trop bien et tout, qui a été vachement regardé, vachement partagé, etc. Et dans la même après-midi, il y avait 100 000 personnes qui avaient regardé le format BD de Frustration contre la famille Muliez, quoi. Et 50 000 qui regardaient CNews. Donc en fait, on les a pliés sur une après-midi. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais n'empêche que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est possible. En fait, ces espèces de colosses là qu'on imagine, c'est quand même des colosses au pied d'argile, parce que c'est des gens, ils se traitent très mal entre eux. Ils ont des énormes certitudes. Ils mettent en scène en permanence leur propre puissance aussi, leur propre efficacité par leur studio, par leur façon d'être, etc. Mais ça, c'est la bourgeoisie sait faire ça, elle sait impressionner. Mais en fait, il faut revenir aussi à ce que à quelle est leur audience réelle, et la télé ne fait que chuter, par exemple. La télé ne fait que chuter ces 10 dernières années, c'est particulièrement vrai. Alors les réseaux sociaux posent d'autres problèmes, mais n'empêche que les réseaux sociaux nous ont permis, et c'est pour ça qu'on a tous un rapport schizophrénique aux réseaux sociaux, de rétablir un certain équilibre, voire même peut-être de les plier, quoi. Donc faut quand même... par moment, il faut s'arrêter 2 secondes dans cette année bien dure qu'on est en train de vivre, et voir aussi quelles sont les victoires qu'on a obtenues. Il y a une autre victoire dont je voulais parler, c'est celle de la prescription. Avant, mon éditeur, Les Liens qui libèrent, qui est notre co-éditeur à Frustration, nous disait « Un livre qui n'a pas la matinale de France Culture ou de France Inter, il prendra jamais. Personne, les libraires n'en entendront pas jamais parler. Donc en fait, si ton livre, il n'a pas ça, ça ne marchera pas. » Et en fait, c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on ait France Inter ou France Culture, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux bouche à oreille, grâce au réseau des libraires indépendants, etc., grâce aux médias indépendants qui parlent des bouquins, je prends un objet qui est quand même politique, et en fait, on est complètement indépendant maintenant. Nous, en ce qui concerne, par exemple, notre collection sur Frustration, qu'on ait France Inter ou France Culture, ça ne changera rien. Et ça, c'était pas le cas il y a 10 ans aussi. Et ça, c'est une victoire parce qu'on a gagné en autonomie. Voilà. Oui, carrément. Et si je peux rajouter un tout petit truc. Vas-y. Non, mais c'est que ce que tu dis là aussi, ça se vérifie aussi, je trouve, un peu esthétiquement même, parce que c'est nous qui avons inventé les formats face cam pour l'information, de parler à travers des points de vue intimes, enfin tout un tas de formats de rapport à l'information, au réel, tel qu'on a envie de le décrire et tout. Et là, il n'y a qu'à voir les formats réseau du Parisien, toutes les chaînes Twitch qui fleurissent, de Public Sénat, de machin et trucs. Enfin, en fait, il y a aussi ce truc-là de la nouvelle manière de faire de l'information des médias indépendants. C'est quelque chose qui pénètre de plus en plus la société, y compris ces sphères-là. Et pour moi, c'est aussi un peu la lutte qui arrive dans les prochaines années. C'est toute la question de la récupération aussi de ces espaces-là, sur Internet et tout, où...
Internet, on a un héritage un peu de la marginalité. Parce que c'était la marge encore il y a 20 ans, les gens qui parlaient sur Internet. Et là, tout le monde est en train d'arriver sur Internet. Et je trouve qu'on est vraiment dans un moment aussi où, je sais pas comment dire, faut se questionner là-dessus, faut être vigilant à ça parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de se faire grand remplacer aussi sur les réseaux. Mais en même temps, je dis ça, et moi, j'ai pas mal d'espoir, parce que je trouve qu'il y a un fond contestataire sur Internet, beaucoup, on le ressent particulièrement dans les médias indépendants, qui continue d'être là et de s'exprimer et tout, mais voilà. Ouais, nous, on voit beaucoup ça avec Glupatate, donc notre fameux joyau de la couronne, qui fait vraiment des millions de vues. Une belle fusion-acquisition. Ouais, c'est fantastique. C'était vraiment une OPA pas très hostile, mais très très bien. Et Glupatate, il y a des résultats incroyables où on se retrouve avec Darius Rochebin qui interroge Jordan Bardella sur mais vous avez été ridiculisé sur Internet avec une séquence qui a beaucoup tourné comment trouve-t-il toute cette énergie ? Vous voyez ce truc-là ? Ça a beaucoup tourné grâce à Glupatate notamment, et donc ça se retrouve sur les plateaux télé. Et aujourd'hui, une énorme partie des députés ont des assistants parlementaires qui font clairement exactement le même travail que ce que fait Glupatate, c'est-à-dire prendre des extraits d'intervention et en faire quelque chose de viral, essayer d'en faire, puisque vous remarquerez que par exemple Jean-Philippe Tanguy essaye de faire ça, donc Jean-Philippe Tanguy qui est député Rassemblement National, et c'est vraiment pas très bien, voilà. Donc nous avons quand même une longueur d'avance sur notre savoir-faire de pouvoir ridiculiser des gens ou en mettre en avant d'autres, voilà. Emmanuel, est-ce que tu voulais rebondir notamment sur la question peut-être des nouveaux formats qui permettent peut-être de... Nous, on est un vieux format, on fait du papier, tu vois, donc j'ai envie de dire... C'est nouveau pour les médias indépendants. Ouais, je sais pas, vraie question. Après, ce qui est difficile, c'est que c'est une infrastructure économique très contraignante, le papier, pour le coup, mais pour le coup... Et puis, par ailleurs, je dis ça, on est vraiment aussi... On est très très présente aussi sur les réseaux sociaux parce que les féministes y sont beaucoup et ça reste un endroit d'éducation populaire inégalé, notamment par rapport au prix d'une revue papier. Moi je partage l'enthousiasme sur le fait je pense que tout n'est pas plié par CNews. Ce qui est assez terrifiant, je crois, c'est que une partie de l'information, c'est aussi CNewisé, au sens où moi, par exemple, je ne regarde jamais CNews. C'est politique, mais c'est aussi parce que vraiment, les chaînes d'infos en continu, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elles me racontent, parce qu'il y a toutes les 7 minutes une manière de re-hiérarchiser l'info, et moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc j'ai besoin qu'on me dise ça c'est important. Enfin voilà, il y a un truc où c'est trop compliqué. Donc de bonnes raisons de ne pas regarder les chaînes d'infos en continu. Et par ailleurs, CNews est une chaîne d'extrême droite fasciste et tout ce qu'on veut. Et par ailleurs, qui ne fait plus d'informations. Hein. C'est clairement du mensonge débité au kilomètre. Mais néanmoins, c'est assez hallucinant la façon dont ça a imposé des cadrages un peu partout. C'est-à-dire que, y compris à gauche, moi j'ai tendance à trouver qu'on est fasciné par le spectacle de l'extrême droite, fasciné par ce média de divertissement qui est devenu Trump, c'est assez terrible, et que le fameux flot de merde théorisé, c'est un grand mot par Steve Bannon, qui est un conseiller de Trump, en disant il faut inonder la zone de merde en balançant toujours plus de mensonges, de trucs complètement what the fuck. Moi j'ai tendance à trouver qu'à gauche on n'est pas assez dans peut-être la proposition, l'invention d'imaginaire, la façon dont nous, on dit c'est de ça dont il faut parler, c'est à ça qu'il faut réfléchir, c'est à ça qu'il faut mettre nos énergies. Donc ça, c'est un petit peu là où j'ai des réserves. Et la deuxième grosse réserve, je trouve, là, on est qu'entre personnes blanches, on disait sociologiquement d'où on vient, il y a vraiment quelque chose qui est hallucinant. On vit une période de racisme complètement dingo, d'islamophobie, de négrophobie. On l'a vu encore avec le maire de Saint-Denis qui a été attaqué sur des paroles qu'il n'a pas dites. Enfin, bref. Et c'est pas, je pense que c'est pas le militant antiraciste le plus acharné qui soit. Il y a vraiment des gens qui ont des positions plus radicales. Et ça, j'avoue que là-dessus, il y a un plafond de verre, un truc qui n'arrive pas à percer. Il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas eu de MeToo. Gilets jaunes, ça pourrait être les dominations de classe, MeToo, les dominations de genre. Et il reste vraiment la façon dont, suite à l'assassinat de Naël Merzouk par un policier, il y a eu ce qui est toujours requalifié comme des émeutes plutôt que comme des révoltes. Et il y a vraiment ce truc qui ne perce pas en France et qui
et qui, je pense, en dit long sur un héritage mal digéré, un racisme toujours présent, etc. Donc voilà, c'est un peu les limites, mais même si je suis d'accord sur le fait qu'il y a des... Voilà. Alors vous avez tous dit que vous assumiez votre côté militant, engagé. Est-ce que pour vous, le risque de se couper d'une partie de la population qui a entendu pendant des années que les médias militants n'étaient pas des vrais médias, est-ce qu'il existe toujours ce risque, ou est-ce qu'au contraire, comme je disais, que par exemple vous avez plié CNews en une après-midi, est-ce qu'au contraire ça change un peu? Nous, Frustration Magazine, on s'est créé en fait il y a 12 ans, du coup perçu 25 ans. Ça fait très longtemps, mais c'est normal, vous n'en avez pas entendu parler pendant des années, parce que c'était un trimestriel papier, écrit en blanc sur fond noir, où on ne signait pas nos articles. C'était très austère. Mais ça nous a permis d'apprendre. Et ce que je veux dire, c'est que quand on a créé ça, on avait un objectif, c'est que nous, on pensait pas qu'on allait réinventer le marxisme ou la lutte des classes ou les luttes féministes. On n'a jamais eu cette prétention d'apporter des éléments théoriques qui n'avaient jamais été pensés avant. Par contre, on avait l'intention d'en parler de façon moins exclusive que c'était le cas à l'époque. Je dis bien à l'époque, il y a 10 ans. Maintenant, les choses ont beaucoup changé. En fait, il y a beaucoup d'autres médias comme nous et clairement, on n'est pas les seuls qui avons une façon abordable de parler des choses. Et attention, abordable, souvent les gens ils nous font ce compliment qui n'en est pas un. Ils disent j'adore Frustration, vous faites de la vulgarisation. J'ai horreur de cette expression. Ça fait vraiment nous on fait les vraies théories complexes puis vous faites les trucs facilos. Non, c'est pas ça. Par ailleurs, on peut parler simplement des choses et de façon exigeante et complexe. Non, mais par contre, nous ce qu'on refuse c'est des effets de jargon. Et ça, les effets de jargon, tu as aussi bien des jargons journalistiques. Donc il y a des réflexes journalistiques d'écrire, moi qui parfois m'exaspère, cette façon d'écrire un peu comme les annonces de JT où on inverse les phrases, etc. Où on fait des énumérations, etc. Et puis il y a le jargon militant. Donc ça c'est vraiment un vrai truc. Et nous, quand on a voulu faire Frustration, on voulait se dégager de ces deux jargons-là. Et donc on a énormément travaillé sur le style, aussi bien, surtout à l'écrit, et puis maintenant davantage à l'oral. Et donc c'est briser tout ce... En fait les jargons, à quoi ça sert un jargon? Ça sert à s'inter-reconnaître dans un groupe donné, et à potentiellement exclure les autres, de façon moins avouable. Or, les milieux militants jargonnent. Et quand vous jargonnez, c'est une façon de dire « Regarde, je connais tout ça, je fais partie ». Et puis, c'est une façon de dire « Tu vois, toi, t'en fais peut-être pas partie ». Et ça, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'espaces, comme on dit, qui sont touchés par ce phénomène-là. On sait qu'il y a d'énormes dérives dans le militantisme qui sont en fait une dérive individualiste en quelque sorte, du militantisme un peu de prouveur. On est là pour montrer qu'on est dans le bon camp plutôt que vraiment de transformer la société. Il y a du militantisme qui devient une pratique de classe qui est très située géographiquement, qui est très située en termes de niveau de diplôme et qui du coup est complètement excluante. En ce moment, il y a une prise de conscience, il y a beaucoup d'essais très intéressants, d'essais féministes sur aussi la violence du militantisme en lui-même. Donc cette violence de genre, c'est les violences sexuelles qu'on y a trouvées, du coup les violences de classe à travers un mépris, une façon de hiérarchiser aussi les personnes qui ne parlent pas comme il faut, etc. Donc ouais, ça je pense que c'est très important, c'est-à-dire que, et c'est d'autant plus important qu'on peut très facilement basculer dedans. Et nos modèles de diffusion et nos modèles économiques peuvent nous y pousser. C'est-à-dire que petit à petit, on a tous ça, on a une communauté, clairement, et donc nous, voilà, on sait, il y a des gens, c'est un peu le frustration corps, on voit que ce type de personnes, etc. Et on voit bien qu'il y aurait un type d'article qu'ils aiment particulièrement. Nous, les gens aiment particulièrement qu'on attaque quoi. Ils sont là, quand est-ce que vous attaquez Gabriel Attal, quand est-ce que vous défoncez Glucksmann? On l'a déjà fait, mais souvent les gens, ils en demandent, etc. Et franchement, si on faisait que ça, on aurait des audiences pas possibles. Mais en fait, on se dit, non, il faut qu'on arrive toujours à sortir, à avoir de nouveaux publics, à parler de sujets qui font qu'en fait des gens qui nous suivent pas jusqu'à présent nous suivent. Et ça c'est intéressant de le suivre vraiment, de regarder ces statistiques, c'est qui géographiquement, c'est où. Les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à des statistiques géographiques et de genre, mais malheureusement pas de classe, pas ethnique, etc. Normal en même temps, mais du coup pour suivre tout ça, il faut toujours se dire, c'est jamais gagné, quoi. On peut vite se refermer sur soi parce que c'est tentant, quoi. C'est vraiment ce qu'on appelle l'entre-soi. L'entre-soi, on voit bien que ça comporte une dimension de confort, quoi. Et donc, en fait, briser cet entre-soi, qui me semble est aussi un objectif qu'on partage ici, nécessite en gros de toujours tenter de repousser, pour moi, ça se joue beaucoup sur la façon de parler, sur les références culturelles. Et donc, voilà, de faire en sorte que notre journalisme militant ne devienne pas une pratique de classe, ne devienne pas un accessoire qui en fait vient remplir ton appartenance à un groupe. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire parce que c'est toujours là, quelque part,
ça peut toujours nous rattraper. Encore une fois, économiquement, ça peut être le deal le plus arrangeant, en réalité. Les réseaux sociaux nous poussent à ça parce qu'on font des bulles de filtres, des bulles de communauté. Et donc, il faut vraiment briser ça. Et pour moi, vraiment, le danger des GAFAM, notamment, c'est celui-ci. Et vraiment, nous, quelque chose qui nous a beaucoup questionné, c'est le réseau Instagram. Parce qu'en fait, Frustration Magazine, on va d'un réseau à l'autre aussi en fonction de... nous, enfin voilà, quand on est des médias engagés, on est toujours en train de fuir ou en tout cas essayer de trouver l'endroit où on ne va pas se faire bannir, où on ne va pas se faire invisibiliser. Donc en fait, voilà. Et nous, par exemple, Facebook, il y a 5 ans, a vraiment invisibilisé toutes ces pages politiques. Donc du coup, on a dû aller sur Twitter. Ensuite, vous savez ce qui s'est passé sur Twitter. Et maintenant, notre plus gros réseau est Instagram. Et Instagram, c'est un réseau très addictif, hein, vous le savez, en tant qu'utilisatrice, utilisateur, mais c'est aussi le cas en tant que producteur, quoi. C'est-à-dire qu'Instagram vous donne une récompense directe. Donc on a tendance à se surfocaliser sur Instagram. Sauf que, si vous regardez les statistiques, nous, nos statistiques sur Instagram, c'est clair, les gens qui nous suivent sur Instagram sont les gens les plus diplômés et les plus parisiens. J'ai rien contre les Parisiens, mais ça dit quelque chose. Et du coup, on ne peut pas s'en contenter. Ça veut dire qu'on doit investir, par exemple, Facebook, qui passe pour le réseau ringard, qui est moins satisfaisant. On a l'impression qu'il y a qu'un certain type de commentaires, un certain type de personnalité. Donc on a la flemme. Et en même temps, il faut faire ça. Et puis accessoirement, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres trucs qu'il faut continuer à faire. Nous, on fait des newsletters. Les newsletters, par exemple, ça touche plein de catégories d'âge, quoi. Mais voilà, Instagram, pour moi, c'est vraiment le pire. Pour ça, c'est que nous, ça nous met nous-mêmes dans des bulles où en fait après on regarde les commentaires Instagram qui sont d'un certain type de public, qui est vraiment notre public le plus militant pour le coup, le plus jargonnant. Et petit à petit, on a un peu, nous comme tous les médias, on a toujours peur de se prendre des sauces, hein, donc c'est toujours on regarde, est-ce que les gens nous insultent ou pas, est-ce qu'il va falloir corriger le tir. Et en fait là, c'est typiquement comment un effet de bulle de communauté peut faire swifter une ligne éditoriale. Parce que vous vous dites, je ne vais pas contrarier ma clientèle, quoi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous risquez de raisonner comme ça. Et ça, il faut absolument faire gaffe, quoi. Mais voilà, ça, c'est une vigilance constante qu'on doit toutes et tous avoir, à mon avis. C'est pour ça que c'est délicat, je trouve, de parler de médias indépendants. Là, on vient de... dans ce livre-là, je l'ai dit, donc il est tout frais encore, mais Mathilde Bleza, l'autrice, elle développe toute une réflexion féministe sur le fait que l'indépendance, c'est une fiction. C'est la fiction du fait qu'on peut se passer des autres et qu'on peut évoluer comme ça, comme un électron libre. Et toute la philosophie politique, tout le libéralisme notamment, alors pas seulement comme courant économique, loin de là, mais aussi intellectuel, a construit cette figure de l'individu qui n'a pas de catégorie sociologique, etc., et qui peut agir librement. Et ce que Mathilde met en avant, et avec elle beaucoup de féministes, c'est tous les effets d'interdépendance, en fait. Et je crois que plutôt que de parler de médias indépendants, on devrait parler de médias interdépendants en se disant très humblement, il faut qu'on puisse choisir nos dépendances. Et on ne cesse de jongler avec ça, on ne cesse d'être soumis aux aléas de Mark Zuckerberg. On ne sait pas ce qui nous attend en 2027. La France, les médias en France sont très subventionnés, hein. Nous, on bénéficie d'aide à la subvention postale, donc ça coûte moins cher d'envoyer la déferlante qu'un envoi du même type. C'est une manière de sponsoriser la presse qui est liée au climat post-45 où on se dit bon, il faut aider les médias. Et du coup, je crois qu'il faut pouvoir se dire comme ça, voilà, il y a des effets de communauté. C'est quand on se fait engueuler par les gens qui vous lisent, qui vous soutiennent, etc. Déjà, ça peut être très violent. Enfin, c'est relatif, hein. Ça questionne professionnellement. C'est un moment de remise en cause. On se dit, qu'est-ce que voilà. Et puis après, c'est vrai que ça fragilise toujours un peu parce qu'on se demande. Et on navigue toujours entre ça. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne recette, il n'y a pas de bonne stratégie et qu'on fait un peu au mieux, il me semble. Aymeric ? Oui, je suis complètement d'accord avec Emmanuel. Nous, on a essayé de faire pas mal de formats avec notamment un média qui s'appelle Disons-nous les choses, qui est un média des quartiers. Et en fait, on a eu une vague énorme de commentaires racistes de la part de gens qui vraiment peuvent nous suivre sur d'autres vidéos, ce qui est très particulier quand même comme retour. Et c'est vraiment des retours qui en effet faut remettre en question parce que vraiment c'est... Voilà. Ou alors à l'inverse, des commentaires qui vont critiquer notre ligne sur certains points et sur certaines personnalités aussi. Donc oui, ça nous fait pas mal remettre en question. Et sur le côté indépendance et interdépendance, c'est complètement le chemin vers lequel on va de toute façon. En fait, l'indépendance, c'est tout simplement l'indépendance face aux milliardaires et face à l'État. C'est les deux sources actuelles des grands médias, et donc nous, on essaie d'être indépendants de ça.
Est-ce qu'on est indépendant des mouvements sociaux? Non. Est-ce qu'on est indépendant de notre public? Non plus. On regarde pas la société comme des gens devant un aquarium, mais comme des poissons qui sont dans cette eau d'aquarium. Et je pense que c'est ça l'important. Et il y a aussi l'idée de la défense d'un contre-modèle plus général. Nous, à Canard, il y a par exemple tout un effort sur la transparence. Comment on fait pour prendre un tableur Excel avec nos comptes et le transformer en quelque chose de visible et d'abordable pour les gens, pour qu'ils se rendent compte de combien ça coûte, qu'est-ce qu'on dépense, où ça. Donc faire cet effort-là, très important. On a aussi la politique du salaire 1 pour 1. On a tous le même salaire horaire à Canard Réfractaire, qui est quelque chose qu'on aimerait qui se développe beaucoup. Et voilà, tout un tas de petites choses où on a, par exemple, le même pouvoir chacun. Et tout ça, on aimerait beaucoup que ça se mette en place, parce que pour le coup, le pouvoir des rédactions, même dans les médias mainstream, est une question très très importante, notamment là actuellement avec Challenge, mais en fait il y a eu plein de choses. iTélé il y a 10 ans qui s'est retrouvé avec Morandini, qu'ils ont dû mettre dans une cave pour éviter qu'il soit avec les stagiaires de 3e. Enfin voilà l'ambiance quand même qui s'est déroulée à ce moment-là. Donc voilà, le pouvoir de la rédaction, le salaire 1 pour 1, c'est extrêmement important, et c'est quelque chose à développer de manière beaucoup plus large que dans nos médias qui sont encore un peu de marge, quoi. Carrément, oui, sur la question de la dépendance ou l'indépendance, c'est vrai que matériellement dans la société dans laquelle on est, moi j'aurais tendance à dire globalement qui a le pouvoir de te faire continuer ou de t'arrêter. Bon, s'il est concentré ce pouvoir, t'es plutôt dépendant, et si c'est beaucoup de gens, t'es plutôt indépendant. Mais ensuite, c'est vrai qu'il y a tout ce truc aussi de... on a des communautés, et aussi, en fait, on est dans un milieu qui est nécessairement concurrentiel, puisqu'on s'adresse à des spectateurs qui ne vont pas passer leur journée entière à regarder tous les médias indépendants. Et ça, il faut aussi le regarder en face. Et en plus, au-delà de ça, on est aussi des personnes engagées, des personnes militantes. Donc en fait, quand il y a des grosses actus qui pètent, on a hyper envie d'en parler, on a envie de donner notre avis, et en plus, on sait que ça va faire plein de vues et tout. Donc en fait, cette dépendance, elle existe, mais je pense que c'est toute une histoire aussi de la conscientiser, et de choisir aussi quel chemin on prend. Pour réfléchir à ça et pour s'adresser aux gens. Ensuite, sur la question des formats, pour justement continuer à être poreux à un monde pas forcément militant et tout, je suis vraiment d'accord avec ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il y a tout le truc de sortie du jargon. Nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire au départ, et aussi ce truc de dire voilà, on va parler avec nos mots de ce qu'on traverse au quotidien et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, on parle avec nos mots quand on est à engagement âge +1 ou +2. C'est encore nos mots, mais en fait, on devient aussi jargonneux parce qu'on lit des trucs, qu'on écoute des gens, que machin et tout. Et là, ça devient vraiment un travail stylistique et tout, de se questionner en permanence. Et en même temps, on n'a pas envie justement de faire les vulgarisateurs et tout, machin. Mais je trouve que ça, c'est aussi un truc important là-dedans. Et après, dernier truc, c'est que nous, on aime bien aborder des sujets qui sont directement politiques en essayant de sortir du jargon, parce que c'est ce qu'on aime faire, et parce que aussi il y a une partie de la communauté qui aime ça. Mais j'ai l'impression que nous, ce qui a le mieux marché en réalité pour se rendre poreux à la société de manière plus large, c'est de traiter des trucs qui sont pas du tout politiques et de finir par les traiter politiquement. Nous, le format qui a le mieux marché sur le média, c'est un podcast. Bon, alors podcast, c'est une plateforme encore qui s'adresse à une sociologie assez précise, et nous, on se questionne aussi là-dessus. Donc maintenant, on essaie de faire plus des trucs sur YouTube qui nous paraît être plus large et tout. Enfin, c'est toute la question des réseaux. Mais ce podcast, ça s'appelait Disparaître. C'est juste quelqu'un qui raconte une histoire d'amour ratée, et qui en fait au bout de 3/4 d'heure va insérer de la théorie féministe là-dedans et tout machin, mais du coup ça chope aussi vraiment par l'intime. Et en fait j'ai l'impression que on est un peu battu si on arrive en disant de toute façon on va parler de politique, mais vous inquiétez pas, on va le faire vraiment de manière hyper chill et tout. Les gens qui n'ont pas envie de t'entendre parler de politique, ils vont pas venir t'écouter, quoi. Voilà. Vous avez 30 secondes chacun, les deux qui viennent de saisir leur micro. Non, je voulais juste... je suis d'accord avec Canard Réfractaire sur... La question d'indépendance, c'est aussi la question de l'indépendance des gens qui travaillent dans les médias, quoi. Et ça, il y a eu un gros point aveugle, c'est que on a banalisé, y compris dans les médias dits indépendants, les violences salariales, l'exploitation, la hiérarchie, l'inégalité salariale, etc. Des choses sur lesquelles nous on lutte aussi en étant pareil, salaire 1 pour 1, autogestion, etc. Et récemment, il y a eu quand même des débats qui ont agité la sphère des médias indépendants. C'est que limite, on nous a proposé de nous filialiser depuis un bienfaiteur, un millionnaire de gauche versus les milliardaires de droite. Alors hier, c'était Olivier Legrain. Maintenant, on nous
parle de Mathieu Pigasse, je suis là, mais quel est le délire? Et surtout, on nous disait, oui, bon, il faut des moyens, nanana, et derrière, le discours de ces gens-là, c'est quand même des discours de patrons capitalistes qui veulent faire des groupes avec des filiales, avec des rédac chefs payés 10 fois plus que les autres, et à la fin, qu'est-ce qui reste comme indépendance d'esprit pour celles et ceux qui écrivent, celles et ceux qui tournent, qui filment, etc. Pas grand-chose. Et l'indépendance, c'est vraiment ça, c'est aussi l'indépendance des individus. Et c'est essentiel, cette question des bonnes conditions de travail, c'est une question essentielle à l'indépendance réelle de ce qui se passe dans ces médias-là. Et je voulais insister là-dessus parce qu'il y a un gros point aveugle. Et ouais, ça m'a vraiment énervé qu'on ose me dire que si Frustration Magazine intégrait le délire d'Olivier Legrain, on continuerait à avoir notre indépendance. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on s'entende sur cette définition du mot. Et je pense qu'il y a des grosses incompréhensions là-dessus, quoi. Emmanuel, je te laisse conclure avant qu'on laisse la parole au public. Ah ouais, alors très rapidement, parce que c'est pour dire un petit point de désaccord, mais moi je pense que déjà, quand on dit jargon militant, on est tout de suite dans quelque chose de critique. Quand on dit jargon, je pense néanmoins, parce que la conscientisation féministe, en premier lieu, elle commence par des groupes de parole qui peuvent être en non-mixité. Donc il y a quand même besoin d'endroits d'inter-reconnaissance, et c'est vrai que c'est des endroits où on invente des termes. Les féministes, elles le font souvent, ça vient souvent de l'anglais, on va parler de gaslighting pour dire quand on vit quelque chose de psychiquement mais qui est complètement nié au point qu'on nie de sa propre réalité. Il y a eu le mansplaining, c'est donc le fait que les hommes prennent beaucoup d'espace dans l'espace. Pour donner 2 exemples, et je pense que c'est pas si grave qu'en soi puisse y avoir des langues différentes. Je pense que l'ambition de vouloir parler à tout le monde, elle n'est pas possible, elle n'est pas forcément souhaitable. Quand on a lancé La Déferlante et qu'on cherchait une idée de titre, on disait waouh, il faut une sacrée ambition pour créer un média en se disant l'humanité ou le monde. C'est des trucs de dingo quand on y pense. Alors qu'il faut se dire peut-être un peu plus modestement. Moi, ce qui me paraît important, peut-être, c'est qu'on puisse accepter qu'il y a des collectifs qui ont des vécus, des socialisations différentes, qu'on a aussi besoin de gens qui soient dans une sophistication de la réflexion qui est peut-être, moi je lis pas les mêmes trucs féministes il y a 15 ans et aujourd'hui, et ça me va. En revanche, que ça ne soit pas de manière excluante et toujours dans une réflexion sur comment on peut élargir cette connaissance-là. Mais je ne serais pas si radicale sur... je ne serais pas dans la stigmatisation totale des langues militantes ou des langues... voilà, bref. Je vais devoir couper le débat ici, sinon on n'aura pas de temps pour les questions. Merci beaucoup à tous les 4 pour cet échange. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était chouette. La parole est à vous. Bonjour, moi je m'appelle Laetitia, j'ai travaillé pendant 30 ans à la Maison de la Radio. Je ne sais pas si on m'entend. Un peu plus près peut-être du micro. Oui, mais après ça va faire des plops. Enfin voilà, je m'appelle Laetitia, j'ai travaillé pendant 30 ans à la radio, j'étais réalisatrice, là j'ai arrêté de travailler. Et pendant 30 ans, j'ai travaillé à France Inter et à France Culture et j'étais en contact permanent avec les journalistes. Je voulais juste quand même avoir une pensée pour eux et pour elles. Je trouve que c'est un peu facile, et moi-même je l'ai fait, de se moquer de Duhamel. Je voulais juste dire que c'est une souffrance intolérable pour les gens qui travaillent là et qui essayent de continuer à travailler. Je ne dis même pas en totale indépendance, mais de continuer à faire leur travail avec quelqu'un qui a été parachuté comme ça. Pour eux, c'est vraiment, et pour elles, c'est vraiment une souffrance. Et ils sont dans la résistance en permanente. Et ce sont des gens qui sont engagés du matin au soir, qui sont militants et qui essayent juste de rendre les faits, je ne dis même pas objectifs, mais le moins subjectif possible, et de trouver la voie du milieu. Voilà, je veux juste dire ça parce que Radio France, c'est un peu le maillon entre ce que vous appelez vous le mainstream, pour moi les médias classiques, et ce que vous faites et qui est honorable. Ils essayent juste, et elles essayent juste de se battre au quotidien pour maintenir un service public de qualité. Voilà. Et la toute petite chose après, j'arrête, c'est que vous parliez de fascination pour les gens, les journalistes, et pour les gens qui travaillent en fait sur les chaînes comme BFM. Moi, je les regarde pas, mais je suis obligée d'être au courant. Il y a une chose qui a un glissement un peu pernicieux, c'est quand on utilise leur langage. Et moi, par exemple, quelqu'un a dit tout à l'heure « grand remplacé », et moi, je ne peux pas entendre ça, parce que le mot « grand remplacement » me donne des frissons.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Oui, bravo. alors moi je le dis d'une manière Bravo. très second degré en estimant Oui, que ok. vous avez chacun la capacité et chacune de comprendre que je le fais de cette manière, mais je peux comprendre effectivement. Mais après moi c'est aussi quelque chose que je revendique de pouvoir déconner avec les mots des adversaires y compris, mais je respecte aussi votre avis, pas de Je souci. suis d'accord. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Voilà. Je vous remercie. Moi, juste pour répondre sur Benjamin Duhamel, dont je me suis moquée, et je le referai. Je pense que c'est pas très grave, et puis il s'en mettra. En revanche, je n'attaque absolument pas, et j'en ai bien conscience, pour échanger avec certains d'entre eux, les personnes qui sont obligées de collaborer avec... et par ailleurs, Nicolas parlait tout à l'heure des marges. Il me semble notamment, moi j'écoute énormément France Culture. Je vous dis ça parce que, en plus, moi j'ai une relation complètement passionnelle à des radios comme France Inter et France Culture, parce que j'ai grandi biberonnée en écoutant le matin France Inter, donc c'est une histoire intime, la radio. Et du coup, moi, entendre Sophie Aram le matin, entendre les ricanements de Benjamin Duhamel à des propos complètement racistes, mais ça me démonte vraiment, parce que je me dis, c'est une normalisation. On parle de CNews, mais moi, cette tranche du matin, elle me fait une violence. Enfin, d'ailleurs, je ne l'écoute plus. Et tout ça pour dire que je pense notamment à France Culture. Il y a plein d'endroits de ligne de faille. Un matin, Guillaume Erner a eu le culot de faire un édito. Il disait « Nous sommes tous Charlie Kirk ». Ça a été pointé. Il y a eu une protestation de la Société des journalistes pour dire ça n'est pas possible. Et il a dû revenir sur les propos qu'il avait pu tenir à ces égards-là. Je vois aussi, pour préparer la table ronde, je suis allée lire un papier de Géraldine Mosna-Savoie, justement, où elle dit journalisme et militantisme, on revient à une revalorisation du terme militant. Je trouve ça intéressant que ce soit une personne comme elle qui le souligne. Et donc, vraiment, mon propos n'est pas d'attaquer. Et par ailleurs, je pointe Duhamel, mais je ne suis pas très fan des attaques de personnes, parce qu'il me semble que les problèmes sont toujours plus sur des structures, des effets de système. Et que oui, c'est facile de faire une blague sur Duhamel, mais qui n'en a pas un peu envie? Non, je voulais dire juste, je pense moi, en tout cas, pareil, je regarde avec consternation ce qui est infligé aux salariés de Radio France depuis longtemps, mais là particulièrement. Et oui, moi, ça m'attriste, parce que c'est des outils de production de documentaires incroyables, dont je suis encore largement consommateur par ailleurs. Et c'est vrai que ça fait mal. Et je pense que il me semble que de toute façon, nous tous, on soutiendrait toujours toutes les luttes qui se déroulent en interne pour se débarrasser de ces hiérarchies toxiques. Parce que c'est ça, hein, souvent c'est des gens qui sont propulsés pour mettre au pas, pour casser le sens du travail, pour des gens qui faisaient bien leur travail et qui l'aimaient, on va leur demander de faire autre chose. Ces grands mouvements de casse de grosses machines très belles, c'est arrivé en France à plusieurs reprises, et moi ça me fait penser à ce qui s'est passé à France Télécom, c'est aussi le même genre de logique. Donc à la fin, il y a des gens qui sont en immense souffrance psychologique, et évidemment, je pense qu'on leur adresse notre soutien, parce que nous, on a envie qu'ils luttent et qu'ils prennent le pouvoir, parce qu'à la fin, pour nous tous, ça sera un atout de les avoir. Clairement, ça reste des audiences qui sont incroyables, mais c'est vrai que moi, ma seule expérience d'un débat à France Inter, c'est qu'on a laissé dire à une essayiste, soi-disant philosophe du travail, qu'il y avait des réunions interdites aux Blancs dans le monde du travail français, c'est ça. Et ça a été dit, et on m'a coupé la parole, j'ai rien pu répondre, et voilà. Et c'était ça qui s'est passé, et c'était quand même sur France Inter, quoi. Le truc dont, pareil, on m'avait toujours dit que c'était un bastion... de la gauche intellectuelle, quoi. Et c'est ça qui s'est passé. Et je vous dis pas d'un truc qui s'est passé l'année dernière. C'est quand même délirant. J'étais en état de sidération, voilà. Et je pense que les gens qui toujours hyper adorables, qu'on voit en régie, etc., tous ceux qui font tourner cet outil-là, devaient être aussi sidérés que moi qu'une telle infamie, ineptie, soit laissée dite sur France Inter. Et même sur le privé, hein, même chez CNews qu'on critique beaucoup, il y a aussi des mouvements de résistance. Je me rappelle notamment de l'affaire Crépol, qui a été instrumentalisée par la direction de la chaîne et par les éditorialistes en plateau, et qui en fait ont complètement effacé toutes les remontées qu'ils avaient de gens sur place qui étaient des pigistes, des gens qui étaient journalistes, etc. Il y a une très belle enquête de Mediapart, voilà, parce que les médias indépendants quand même, mais voilà, une très belle enquête qui parle justement de comment les remontées n'ont pas du tout été prises en compte par le haut, parce qu'il fallait en faire ce qu'ils appelaient un francocide, voilà, parce que c'est leur terme maintenant. Donc il y a des résistances un peu partout, même chez Canal. Et évidemment, on peut soutenir des gens de chez Canal, juste pas la direction, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Grégory Fabre, je vais dire d'où je parle. Je fais partie d'un mouvement de départ de Twitter qui s'appelait Hello Kitty. Vous avez parlé pas mal des GAFAM.
Est-ce que vous ne pensez pas que, franchement, il est temps d'essayer d'en sortir collectivement et avec force, parce qu'autrement, ils garderont toujours une partie du pouvoir? Moi, c'est mon rêve, mais ça me paraît complètement impossible en l'état, vis-à-vis de nous, notre espace dans lequel on est. Enfin, je prends notre exemple très très précis. Hein, et je suis d'accord aussi avec ce que disait tout à l'heure Nicolas sur la sociologie d'Instagram et tout. Nous, il se trouve que c'était un réseau qui était... On était vraiment là... Enfin, on avait entre 18 et 20 ans quand Instagram a explosé. C'est là qu'avaient été tous nos amis, c'est là qu'étaient tous les gens qui nous connaissaient. Donc c'est forcément par là qu'on est passé pour faire du contenu. Et maintenant, en fait, sur Instagram, on a, mais je sais pas, 15 ou 20 fois plus de personnes qui voient nos contenus où que ce soit d'autres, y compris sur notre propre site internet, vers lequel on essaye de renvoyer dans notre propre newsletter. Enfin voilà, mais en fait, je ne sais pas quel niveau il faut atteindre pour pouvoir s'émanciper pleinement de ces GAFAM, mais dans la société dans laquelle on est, nous, on choisit plutôt d'utiliser ça cyniquement tant qu'on n'a pas le choix. Même si c'est un horizon tout à fait désirable, pour essayer de rendre nos messages les plus diffus possibles. Je vais me permettre de répondre aussi. Nous, avec Brûle, ça fait des années qu'on essaye de s'implanter dans les territoires, notamment en zone rurale. On est beaucoup à vivre en zone rurale chez Brûle, en essayant justement de ne pas utiliser ces réseaux sociaux, d'être le plus proche possible des gens. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est, d'un point de vue financier, de plus en plus de médias indépendants à se partager un gâteau de plus en plus petit, et que mine de rien, ces GAFAM, en fait, ça nous permet de toucher des gens en n'utilisant pas trop d'argent, quoi. Donc la solution, elle va aussi passer par des leviers financiers. Oui, la frustration de notre technique, ça a toujours été ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. C'est-à-dire qu'on existe sur des formats et sur des réseaux très différents. On a une revue papier, ce qui fait que même si Internet un jour se coupe, on existera encore. On a une collection de livres, on a tous les réseaux existants, des plus alternatifs aux plus mainstream. Et vraiment, sur Twitter, notre position, elle a été claire. C'est que nous, tant qu'on peut faire des choses dessus, tant qu'on n'est pas censuré, tant qu'on ne transforme pas nos tweets en leur faisant dire l'inverse, on y restera parce qu'on a un rapport pragmatique, opportuniste même, à savoir le capitalisme nous récupère en permanence, récupérons le capitalisme, et tant qu'ils ne déforment pas notre message, et c'est encore le cas sur Twitter, je te disais, mais Twitter c'est une puissance de frappe, notamment pour nommer ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban, inégalée. C'est-à-dire que vraiment, il y a des vidéos, toutes ces vidéos qui sortent d'abord sur Twitter, sur X. Et donc moi, à partir de ce moment-là, comment je peux me priver et d'une source d'information pareille et d'une source de diffusion pareille? Non, moi je pense qu'il faut avoir un rapport pas moral mais pragmatique à ces outils-là. Il faut réguler notre dépendance à ces outils-là. Donc nous, c'est la tactique, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, se dire si on nous crache sur Twitter, on continuera de survivre par ailleurs, on n'aura pas besoin de faire des pieds et des mains pour s'adapter à leurs règles de fonctionnement. Mais par contre, ne pas se priver de sources de diffusion essentielles. Moi, ça, j'y crois pas du tout. On a essayé, nous, pour le coup, à Canard Réfractaire, de faire en sorte d'avoir une infrastructure technique qui nous permette de survivre, même si les réseaux sociaux décident de nous bannir. Donc il y a un site qui s'appelle canard.tube, voilà, qui répertorie toutes nos vidéos, hein. Elles sortent même 2 fois, on s'est rendu compte de ce bug-là il y a 3 jours. Et donc si vous voulez aller voir sans pub et en peer-to-peer avec un système de serveur qui est bien fichu, ça existe. Les vidéos, vous regarderez le nombre de vues, hein, on dépasse très rarement les 100, et la plupart du temps très rarement les 10. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vraiment, pour l'instant, c'est absolument impensable de se priver de ces canaux-là. Bonjour, merci pour les échanges qui étaient très intéressants. Moi, je me demandais, pour les futurs journalistes ou même les jeunes journalistes, est-ce qu'il faudrait viser plutôt de travailler dans des médias indépendants ou est-ce qu'il faudrait essayer de changer le système en intégrant des médias plus mainstream, comme vous disiez, et même dans la même façon de penser, quand vous parliez de votre débat scénarisé dans 28 minutes, est-ce qu'il faut arrêter d'aller dans le débat à 28 minutes ou est-ce qu'il faut y aller en se disant ok, cette fois-ci, je vais faire comme si j'allais faire le débat scénarisé, mais je vais essayer d'apporter d'autres façons de penser en mentant du coup à Arte, quoi. Voilà, c'était ça ma question. Merci. Alors, ce qui concerne ça, moi j'ai tenté plusieurs approches. D'être le gendre idéal marxiste, compliqué. De mentir Marx, complètement. c'était pas genre. Voilà, non, en plus.
C'est compliqué. Typiquement 28 minutes, de toute façon c'est très simple, ces émissions elles ont un mécanisme. Celui de 28 minutes est particulièrement marrant, vous allez voir et vous dites bon, vous venez gratuitement, mais la prochaine fois si ça se passe bien on vous paiera. J'adore cette ambiance. Et même pas, ils vous offrent le mug que vous tenez pendant l'émission. Bon, j'ai pas été réinvité, du coup, de toute évidence. La question, c'est aussi, est-ce que tu es invité de base, c'est un premier gros problème. Ensuite, on en revient à la question qui est un peu liée. Moi, en fait, je crois que doivent faire les jeunes journalistes par rapport à ça ? C'est compliqué, parce que dans les médias indépendants, il y a peu de place à l'heure actuelle, parce qu'on est des petites structures. Je pense qu'on recrute tous au compte-gouttes. En plus, ça va être un recrutement qui va être assez affinitaire, vu qu'on est sur du journalisme engagé, du journalisme d'opinion. Nous, clairement, on a un recrutement très affinitaire. Donc, je ne vais pas dire, allez, envoyez vos CV. Enfin, ça serait un peu cruel. Donc, je pense que par moment, il n'y a pas le choix. Mais je pense qu'un bon indicateur, et moi, c'est aussi l'indicateur que j'essaie de me donner sur les histoires d'aller ou pas dans des émissions de débat, ce qui doit m'arriver peut-être une fois par an, et que mon équipe m'ont dit, vas-y, si ça te met pas mal, quoi. Et en fait, je pense que l'indicateur de comment vous le sentez et quelles vont être vos conditions de travail, est-ce que les gens vont être sympas ? Moi, par exemple, c'est ce soir, les gens sont assez sympas. Les techniciens sont adorables, etc. Les présentateurs, présentatrices sont quand même... franchement, je trouve que les rapports humains sont respectueux. Moi, c'est mon critère. Et donc je pense que ça doit être pareil. Dans le monde du travail en général, on doit quand même faire ce choix, c'est-à-dire ne pas laisser passer la violence, ne pas laisser passer la tyrannie, ne pas laisser passer la hiérarchie. Et le monde du journalisme est un monde violent, vraiment, pour les jeunes journalistes, très violent. On va sortir un papier bientôt là-dessus sur les journalistes qui arrêtent, et qui arrêtent souvent jeunes. Et c'est ceux qui arrêtent le plus souvent rapidement, c'est ceux d'ailleurs qui viennent de milieux les plus pauvres, les plus précaires, et qui se prennent une double violence incroyable. Et franchement, dans l'article, on a vraiment des témoignages de gens qui ont eu des graves burn-out, qui ont eu même des envies suicidaires, etc. Donc moi, je dirais c'est ça. Moi, ce que je peux dire de ma position, c'est faites très attention à vous et regardez quelles sont les conditions qui vous sont offertes, parce qu'en réalité, les conditions disent beaucoup de la ligne, quoi. En fait, fondamentalement. Et je le crois aussi des médias de gauche. Des médias de gauche qui maltraitent les salariés, pour moi, c'est pas des médias de gauche, et puis c'est tout. Voilà. Et ce critère-là, vous verrez, on se loupe jamais. Voilà. On a très largement dépassé l'heure de débat, donc je vous propose de continuer ces discussions en off. Merci beaucoup à vous pour votre attention, et merci encore à vous. Merci. Et merci pour l'invitation, et merci à la technique. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. David qui capte. Bonjour David. Ouais, merci David.